Le temps que tout le monde prenne place, on va vous présenter deux innovations que 2PAO porte depuis 2020 et un nouveau projet qu'on porte cette année. Donc, avant que Madame Francine Quesada présente les microstructures, on tenait à vous remercier toutes les personnes qui sont venues, mais surtout aussi les intervenants de chaque plénière, les intervenants de chaque atelier. En tout cas, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il fallait créer du lien, il fallait créer des outils pour que les professionnels et les usagers puissent travailler ensemble. Donc j'espère qu'après cette journée, dans notre rôle, nous, en tout cas, c'est de créer, c'est un réseau qui crée du lien. Donc j'espère que chaque structure créera du lien entre vous, mais aussi du lien avec les usagers surtout. Donc la première expérimentation qu'on va présenter, c'est les microstructures. Donc je laisse la parole à Francine. Ben, tu peux te mettre là si tu veux. Je sais pas. Vous m'entendez? Oui. Donc oui, bonjour. Donc moi je suis Francine Quesada, je suis chargée de mission à la 2PAO, la plateforme professionnelle addiction Occitanie. Et en 2020, l'Agence régionale de la santé nous a mandaté pour animer et coordonner l'expérimentation article 51 sur les microstructures addiction. En fait, la création des microstructures, au départ, c'était en fait la volonté, c'était d'améliorer la prise en charge des patients qui ont des problèmes d'addiction. Cette prise en charge, avoir une prise en charge surtout de proximité. Et les premières microstructures qui ont été créées avant l'expérimentation ont été créées dans la région Grand Est. Et en fait, vu l'avantage que ça a apporté, il a été décidé de rentrer dans ce qu'on appelle l'article 51. Cet article 51 a commencé donc en janvier 2000 et cette expérimentation se termine au 31 décembre 2023 et nous attendons d'un jour à l'autre la décision du comité stratégique du ministère de la Santé concernant l'entrée dans le droit commun des microstructures addiction. Et cette entrée dans le droit commun permettra à l'ensemble du territoire national de développer des microstructures. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du cadre de l'article 51. Donc, les microstructures en Occitanie, c'est quoi? En fait, les microstructures, c'est la mise à disposition d'une équipe de soins primaires en exercice coordonné. Elle est constituée du médecin généraliste, du travailleur social et du psychologue. Donc, vous voyez la mise à disposition par un centre de soins, que ce soit un XAPA ou un CARUD, d'un travailleur social ou d'une psychologue ou d'un psychologue. C'est-à-dire que le psychologue peut dépendre de la maison de santé ou du cabinet médical dans lequel il exerce. Ça, c'est au choix des professionnels du premier recours de la maison de santé. Et bien évidemment, si ce psychologue a des compétences en addictologie. Donc l'avantage en fait de ces microstructures, c'est la forte articulation qu'il y a entre les médecins généralistes qui exercent en maison de santé ou en cabinet médical et une structure médico-sociale spécialisée, notamment les centres de soins et d'accompagnement de prévention d'addictologie et les CARUD. C'est un travail d'équipe autour d'un patient. Alors je continue. Voilà. Alors ici, vous avez l'ensemble des microstructures sur l'Occitanie. Sur l'Occitanie, on nous avait demandé, ça a été le souhait de l'ARS, d'ouvrir 30 microstructures, pas plus dans le cadre de l'expérimentation. C'est pour ça qu'on a été un petit peu limité. 30 microstructures. Donc là, vous voyez apparaître sur toute la région Occitanie où se situent les microstructures aujourd'hui.
Vous en avez dans chaque département et chaque microstructure est portée soit par une structure d'addictologie dépendante d'Addiction France, soit par une structure d'addictologie adhérent à la Fédération Addiction. Vous avez sous chaque lieu de microstructure l'association ou pardon, la structure qui le porte. Donc regardez bien si vous en avez près de chez vous. Moi je n'arrive pas à le... Ah oui, il faut revenir en arrière parce qu'il y en a une autre. Non, reviens en arrière, il manque une diapo. Voilà. Bah si, normalement il doit y en avoir une autre. Alors, a priori, il manque une diapositive. Je vais simplement vous dire que les microstructures, c'est aujourd'hui, donc les 30 microstructures, c'est 138 médecins généralistes qui adhèrent aux microstructures, c'est 38 travailleurs sociaux, c'est 29 psychologues, et c'est à la date du 5 octobre, plus de 1600 patients qui sont suivis en microstructure. Et on remarque, suite à la dernière évaluation qui a été faite, que dans ces microstructures, il y a à peu près 50% de femmes qui ont poussé la porte de la microstructure, alors qu'elles ne l'auraient peut-être pas fait dans un centre de soins. Et c'est surtout, je vais attirer l'attention là-dessus, c'est surtout... Enfin, c'est effectivement pour tous les patients qui ont des problèmes d'addicto, puisqu'il y a de la proximité et c'est hyper important de pouvoir être pris en charge au plus près de chez soi. Mais pour les femmes, c'est quand même quelque chose qui est un peu nouveau. Et les gens ici qui travaillent dans les XAPA, je pense, ne diront pas le contraire. C'est pas toujours évident pour une femme de pousser la porte d'un XAPA. Et comme on l'a vu aujourd'hui, j'étais tout à l'heure dans un atelier qui a bien fait remarquer que, en fait, un lieu neutre, souvent pour une femme qui est enceinte et qui a des problèmes d'addiction, c'est l'idéal. Et là, pourquoi une majorité de femmes sont suivies en microstructure, c'est tout d'abord effectivement grâce effectivement au lieu c'est un lieu de confiance, la microstructure, c'est anonyme, c'est de la proximité, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres, parce que nous en Occitanie, on a 90% de microstructures en zone rurale. Voilà, donc c'est aussi une notion d'équipe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forte articulation entre tous les professionnels qui interviennent. Alors aujourd'hui, effectivement, dans le cadre de l'article 51, on est limité, si je puis dire, aux travailleurs sociaux et aux psychologues, mais demain, on va ouvrir et travailler pour que lorsque ça va passer dans le droit commun, l'équipe soit élargie, et moi je pense notamment aux sages-femmes, notamment aux infirmières, que ce soit les infirmières Asalée, et à tout type de professionnels qui peuvent aider. Et voilà, c'est vraiment du travail d'équipe. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, les addictions pendant la grossesse, ça pose problème. Donc là, c'est le lieu pour en parler. Et puis aussi, ça fait ressortir beaucoup de choses. Les professionnels dans les microstructures peuvent voir émerger toutes les violences aux femmes, notamment. Donc, on a énormément de travail encore à accomplir dans ces microstructures. Et évidemment, le souhait qu'on a tous ceux qui ont travaillé dans ce beau projet, c'est que ce soit validé, parce que je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais tous les indicateurs sont au vert pour qu'on puisse éventuellement passer dans le droit commun. Donc l'année qui vient sera très très importante pour que ça passe dans le droit commun, mais pour que dans les conditions dans lesquelles ça y passe bien. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Oui. Tu visualises mal ce que c'est une microstructure? Non, moi je... Voilà, donc tu dis on poussait la porte, etc. Une microstructure, aujourd'hui, c'est vrai, ça pas... Il faudrait que tu en parles un peu plus concrètement. Concrètement, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est au lieu que le patient aille vers des professionnels de l'addicto, c'est les professionnels de l'addicto qui vont vers les patients dans le cabinet médical ou dans la maison de santé. En fait, on arrive, la microstructure est là pour effectivement recevoir des patients, mais aussi pour soutenir les médecins généralistes qui n'ont pas forcément l'habitude et le temps de s'occuper des patients qui ont des problèmes d'addicto.
on sait que dans une patientèle de médecins généralistes, c'est 30% de leur patientèle qui ont des problèmes d'addicto, mais c'est vrai que ils sont pas pris en charge, je n'ai pas dit qu'ils sont pas pris en charge correctement, mais ils sont pas forcément pris en charge systématiquement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Jacques. Oui, il n'y a pas de microstructure. Techniquement. Il n'y a pas de cadre juridique aujourd'hui, Non, effectivement. Je veux dire, physiquement, c'est le cabinet médical. Physiquement, c'est dans le cabinet médical. C'est en fait le cabinet médical ou la maison de santé qui met à disposition pour les professionnels qui vont vers eux un bureau, voilà, et les moyens de travailler aussi. Voilà. Je veux sortir du mot consultation avancée parce que c'est pas ça. En fait, c'est les professionnels qui vont vers les patients. C'est de l'aller vers. Hein. J'ai répondu, Jacques? Non. Presque. Mais, ouais. Juste sur la question de anonyme, en fait, du coup, ça Pardon? pour compléter peut-être, mais oui. C'est anonyme parce que justement, la personne, elle est orientée, enfin, au sein même de la structure MSP ou cabinet. C'est ça. Elle est orientée vers des professionnels qui sont mis à disposition, c'est ça? C'est ça. De façon anonyme, et après, c'est eux qui gèrent tout le suivi. C'est ça. Et comment ça se passe? Parce qu'il y a de la coordination, du coup, j'imagine, entre le soignant traitant de la personne et les professionnels mis à disposition. Quoi. Alors, normalement, je dis bien normalement, et c'est une obligation, j'ai dit tout à l'heure, j'ai employé le mot d'équipe, c'est-à-dire que les professionnels doivent se réunir très régulièrement, faire ce qu'on appelle des RCP, des réunions de concertation pluriprofessionnelle, où le patient peut assister d'ailleurs, hein, autour de la problématique du patient, on parlait ensemble, et c'est vrai que dans un premier temps, c'était réservé en fait à la patientèle du médecin généraliste. En Occitanie, l'ARS a autorisé à ce qu'on élargisse un peu, et c'est vrai qu'il y a certains médecins appartenant aujourd'hui, on est toujours dans le cadre de l'expérimentation, c'est pour ça que c'est un petit peu différent. Dans le cadre de l'expérimentation, on est dans un cadre. On est dans un cahier des charges où c'est difficile d'en sortir, donc on verra après. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est réservé à la patientèle du médecin généraliste dans la plupart des cas. Oui, c'était juste pour compléter, Francine. Oui, Manon, je t'en prie. Manon Bérard, donc je coordonne les microstructures pour Addiction en France. Effectivement, c'est pas une entité à part, c'est pas une structure. C'est-à-dire que le médecin repère dans sa patientèle des patients qui ont une problématique d'addiction, et il va trouver au sein de la microstructure une expertise où il va les orienter. En général, on intervient une fois par semaine environ sur des demi-journées, et c'est une ressource en interne pour le médecin de la microstructure, enfin de la maison de santé qui participe à cette expérimentation microstructure. Oui, le médecin généraliste est soutenu aussi. En fait, il adresse aux professionnels ses patients aux professionnels de la microstructure, comme il adresserait pour une expertise, en fait, quelque part, comme il adresserait un gastro, un cardio. Enfin, il est soutenu aussi, lui, dans son exercice. Question ici. Tu peux rajouter quelque chose? Oui. Non. Francine, il y a une question ici. Oui. Oui, je suis Dominique Foissin, sage-femme coordinatrice au sein du réseau périnatal. Je trouve que c'est bien les médecins généralistes. Après, il y a les sages-femmes qu'il ne faut pas oublier, puisqu'il y a un entretien prénatal précoce que peuvent faire, alors qu'à 4 mois, c'est peut-être déjà un peu tard. Et c'est vrai que ce matin, on a parlé de la consultation préconceptionnelle, mais voilà, il y a l'entretien prénatal précoce qui est fait en général par la majorité, plus par les sages-femmes que par les médecins, qui permet de voir le besoin d'accompagnement. Donc ce serait bien que les sages-femmes puissent aussi orienter et fassent partie de ce dispositif. Non, Voilà. mais complètement d'accord. Je pense que quand ce dispositif a été pensé, dans le cadre de l'article 51, c'est vrai que, aujourd'hui, on voit dans les microstructures qui existent des professionnels qui ne sont pas rémunérés. Le problème du cadre, c'était ça, en fait. Il n'y a que 3 professionnels qui sont rémunérés dans le cadre de l'expérimentation article 51.
on veut aller au-delà de ça. Donc c'est pour ça que dans les discussions qui vont intervenir pendant cette année où après le passage dans le droit commun, il y a ce qu'on appelle la période de SAS, où il faut travailler sur le devenir et comment ça va se passer, qui va financer. Et là, bien évidemment, il y a eu une évaluation qui a été faite et on a vu toute l'importance des autres professionnels au niveau de l'orientation, notamment, comme vous le dites si justement, les sages-femmes, les infirmières et d'autres professionnels. Ça, c'est certain. Oui, donc bonjour, donc, Quentin G, psychologue. J'avais une question au niveau du profil de patients du coup qui viennent dans donc dans les microstructures. Est-ce qu'on a constaté aujourd'hui une diminution du nombre d'attentes, enfin du temps d'attente dans les CMP ou dans les XAPA, Association Addiction France, etc. Ou est-ce que c'est un tout autre profil qui n'aurait jamais consulté en XAPA qu'on vient toucher avec cette expérimentation-là? C'est exactement ça. On se détache du XAPA et du CMP. Les patients enfin, quand je disais c'est la porte, je me suis peut-être mal exprimée, mais les patients qui consultent en microstructure, ce qu'on a remarqué, c'est que ce sont des patients qui ne seraient jamais allés en XAPA. Notamment, encore une fois, j'insiste, parce qu'aujourd'hui aussi, c'est vrai, c'est sur le fait des femmes. Enfin, je voudrais que Manon, qui est donc directrice d'un XAPA, peut-être, est-ce que, Manon, toi, tu as pu remarquer effectivement qu'il y a moins de femmes qui sont... Il y a une question juste avant. Parce que comme elle coordonne avec moi, oui. Beaucoup plus de femmes qui sont reçues dans le cadre de la microstructure que dans le XAPA. Voilà. Oui. Donc en fait, c'est vraiment ouvrir la porte à des gens qui n'auraient jamais connu le soin en fait. Et c'est ça qui est quand même très intéressant. Si je peux me permettre, donc je suis médecin et je travaille dans une microstructure. Merci Laurence. Pour moi, il y a un avant et un après en tant que médecin généraliste, parce qu'en tant que médecin généraliste, on est souvent en contact avec les problèmes d'addiction et on se retrouve un peu seul avec des consultations qui sont pas très longues, un quart d'heure. On a une file active de plus en plus nombreuse. Et en fait, ça apporte une ressource. Alors moi, je travaillais déjà dans une maison de santé, mais d'avoir la microstructure, donc en fait, c'est des professionnels dédiés au sein de la maison de santé. C'est une ressource supplémentaire et en fait, tous les médecins de la maison de santé ont bénéficié du fait de travailler avec cet éducateur et cette psychologue, parce que finalement tout le monde est monté en compétence sur le repérage, sur chercher des solutions en commun, sur partager les situations complexes. Et effectivement, c'est des patients qui bénéficient du lien qu'on a avec eux, parce qu'on les suit déjà depuis plusieurs années. Donc quand on arrive à mettre en question ou à élaborer le problème de l'addiction, et que tout de suite derrière on leur dit mais attendez, ici même j'ai quelqu'un qui peut vous recevoir, c'est un éduc mais il est super sympa, vous allez voir. Enfin voilà, ils bénéficient de la confiance qu'on a déjà avec le patient. Et du coup ça permet de transférer un peu le bâton de berger. Nous on se sent plus léger parce que c'est quand même des situations qui sont très complexes et donc c'est très bien pour le soignant. Et en plus on progresse parce que du coup on s'aperçoit qu'on dépiste mieux, on s'améliore. Merci beaucoup. Il reste 2 questions. Oui. Et on s'arrête là parce qu'il y a d'autres présentations et sinon ça va vraiment retarder. 3 3 alors, 3 questions. Du coup... Karima Kouba, j'ai encore changé de place. Merci Francine pour cet exposé. J'avais une petite question sur les profils. Alors les 50% de femmes, est-ce que tu as une idée de combien ont été suivies combien ont consulté pendant leur grossesse ou pas, ou est-ce qu'elles vont pas voir les addictos? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de recul par rapport aux femmes enceintes, ça c'est clair. Et c'est une grosse lacune, je pense, parce que ça ne faisait pas partie dans l'évaluation. On n'a pas cet item-là et voilà, aujourd'hui, à moins que... Est-ce que je vais m'adresser à M. Gabanou qui est là, qui gère aussi 2 microstructures. Est-ce que tu as pu remarquer, Frédéric, qu'il y a des femmes par rapport au profil de patients qui sont suivis, est-ce que tu peux rajouter quelque chose ou pas? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait des femmes enceintes, ou pas? Précisément, je ne saurais pas dire. Par contre, sur la question des femmes, le fait que les moyens de la microstructure soient présents sur les maisons de santé a un effet vertueux sur
la capacité des médecins à pouvoir se penser en compétence et en complémentarité avec ces moyens-là pour aborder ces questions-là. Et de fait, il y a un certain nombre de femmes qui très certainement n'étaient pas accompagnées sur ces questions-là pour des raisons très certainement diverses de la part des médecins qui les recevaient jusque-là, et qui, du fait, aujourd'hui, ces médecins-là, ayant ces moyens disponibles sur la maison de santé, se permettent, s'autorisent de pouvoir leur donner accès à des réponses sur ces problématiques-là qui étaient peut-être survolées. On peut imaginer que c'est une des raisons qui fait que le nombre de femmes qui consultent en maison de santé au titre des microstructures est largement au-delà, deux fois et demi plus important que dans les XAPA, quoi. Après, la proximité joue beaucoup aussi, hein, et la non-stigmatisation du lieu également. Donc c'est un bienfait, d'une certaine façon, qu'on puisse offrir ce type d'accueil de proximité sur des territoires qui jusque-là pâtissaient de pouvoir répondre à ces problématiques. Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Enfin, on ne sait pas combien de femmes enceintes. Non, aujourd'hui, Karima, je ne peux pas te répondre parce que c'est pas en tout cas en Occitanie, je suis pas. On va y travailler, c'est sûr, parce qu'il y a de la demande, mais aujourd'hui, c'est pas la majorité des femmes. Dernière petite question pour moi, est-ce que c'est plus facile de motiver des médecins généralistes, du coup, à rentrer dans ces dispositifs? Parce que j'ai compris que jusque-là, c'était quand même assez compliqué de pouvoir trouver des cabinets qui voulaient se lancer un peu dans ce dispositif. Ça a été un petit peu compliqué au début parce que les médecins généralistes n'avaient absolument pas la notion de ce que pouvait leur apporter la microstructure. Maintenant, on a 3 ans de recul, on a 30 microstructures qui sont portées, parce que si la porte d'entrée, c'est le médecin généraliste. Si les médecins généralistes de la microstructure ne souhaitent pas avoir des professionnels des centres de soins, on peut pas. Je veux dire, il faut la motivation du médecin généraliste aujourd'hui, c'est sûr. Mais vu les résultats et comme l'a très bien dit Laurence tout à l'heure, l'apport que ça apporte à leurs patients et à eux aussi, je pense qu'on va avoir de plus en plus de maisons de santé qui vont se positionner pour mettre en place chez eux une microstructure. J'en suis à peu près convaincue, parce que 30 microstructures, on était tenu à avoir 30 microstructures, pas plus, et on a eu plus de demandes. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je voulais répondre juste pour les femmes, et je pense que vous avez d'autres publics que vous n'avez pas. C'est, je pense, le côté que c'est pas étiqueté XAPA, et que ça permet aux femmes de venir de manière plus anonyme. C'est ça. Voilà. Et du coup, c'est d'autres publics aussi que vous devez avoir. Et en plus, j'entends vraiment que ce qui est chouette, c'est aussi que ça a fait du soutien pour les médecins et qu'ils ne se retrouvent pas isolés et que, enfin voilà, bravo. Oui, bonjour, je voulais juste savoir, du coup, la première consultation au cabinet du médecin, c'est une espèce de repérage, intervention brève, pardon. Et du coup, le suivi de ces consultations se fait toujours au cabinet ? Oui. D'accord. C'est le but de la microstructure. Ok. Il reste une dernière question avant d'enchaîner sur les interventions. Bonjour, je suis médecin du coup en XAPA, donc en Rhône-Alpes, donc je trouve que c'est super de voir tout ça, parce que nous on n'a pas du tout ça. Ma question c'était du coup par rapport aux éduques et aux psychologues qui sont détachés sur ces microstructures, est-ce que du coup c'est moyen constant du XAPA, ou est-ce qu'il y a eu des budgets en plus pour avoir ces psychologues et éduques détachés? Est-ce que je ne sais pas vous, mais nous, le XAPA, il déborde. On n'a pas assez de temps psycho et de temps éduc. Et du coup, je me demandais si ça prend du temps déjà là ou s'il y a des bonus. Je vais jeter la balle à Manon, qui peut répondre à cette question. Oui. Alors en fait, c'est un paiement au forfait, donc patient. Lorsque le médecin demande une inclusion, c'est fait en interne. Alors ça dépend des fonctionnements, hein. On met les choses à plat lorsque la microstructure se monte, mais on se met d'accord sur, il y a en gros un facturier. Ça se passe comme ça actuellement dans le cadre de l'expérimentation. Oui. Ça n'a pas encore été pensé pour la suite, hein, dans le droit commun, donc c'est PAM. Jusqu'à présent, en tout cas, on a un facturier en interne. Et au moment de l'inclusion, il y a un forfait qui se déclenche, un forfait pour le médecin, un forfait pour le XAPA.
enfin en tout cas le support Addicto, et éventuellement pour la psy si elle est en libéral. Et du coup, il n'y a pas de temps en plus pour l'éduc, il va au cabinet à la place du XAPA. Alors, si, il y a un temps, après c'est une question d'équilibre financier qui est fait par XAPA, parce que le forfait n'est pas non plus extraordinaire. Ça va dépendre du nombre de patients. Plus on inclut, plus on va avoir des sous, mais plus on inclut, plus il faut avoir les ressources aussi parce qu'on va pas recruter. On ne peut pas recruter pour ça. Donc, soit si on a par exemple que des éducs à plein temps, ben on peut pas. Il faut qu'on puisse augmenter un petit temps. En l'occurrence, c'est du 0,08. Enfin, en tout cas pour nous, je suis directrice du XAPA 31 et 09, mais dans 09, c'est pas nous qui le portons. Et on détache un travailleur social et une psychologue, mais voilà, parce qu'ils n'étaient pas à temps plein, et donc on pouvait augmenter ce petit temps. Mais si on a trop d'inclusion, il y a un moment donné, on est confronté aussi où on ne peut pas augmenter plus, et on ne peut pas recruter un professionnel juste pour ça. Voilà, c'est un peu... Je suis désolée, je vais devoir faire un petit peu mettre du temps. Donc on a... Merci beaucoup Francine. Merci Manon Bérard. Merci. Julia, est-ce que tu nous entends? Julia? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Du coup, je te présente. On a donc Julia Garot, directrice du Zinc à Montpellier, qui est un lieu d'accueil pour les jeunes, mais pas que Addicto, mais même si vous êtes rattaché au XAPA Arc-en-Ciel, c'est un lieu où on peut parler d'un peu tout avec les jeunes. Et Julia, tu nous présentes aujourd'hui un jeu que vous avez créé, que vous avez commencé à mettre en place. Je te laisse en dire plus. En 5 minutes, si tu peux. Merci. 5 minutes, allez. Alors rapidement, donc c'est un support qui s'intitule Trafic, qui est né il y a bien longtemps, hein, en tout cas dans notre tête, hein, puisque c'est un support qu'on a commencé à imaginer il y a une dizaine d'années, au contact de jeunes qui étaient en détention, puisqu'on intervient au quartier des mineurs. Et le constat de départ, c'était qu'on n'avait pas vraiment de support pour parler, on va dire, du trafic, des activités illicites dans lesquelles ils étaient pris et qui amenaient souvent les incarcérations. Et on avait des difficultés à en parler puisque c'était assez, teinté de représentation. Il y avait un discours assez fascinant, hein, de l'activité de trafic, et il nous manquait un support. Donc on s'est dit, on va essayer d'en imaginer un. Et au départ, on a un petit peu creusé, on n'en a pas vraiment trouvé qui existait. Alors peut-être que maintenant il y en a, mais en tout cas en 2014, il n'y en avait pas. Et on a été influencé par un rapport, une recherche-action qui avait été menée par la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque Paris-Seine-Saint-Denis, qui avait fait un rapport assez intéressant qui mettait en parallèle les mécanismes communs entre les jeunes engagés dans le trafic et les addictions, et des propositions de réduction des risques et de prévention. À partir de là, du coup, avec des notions d'emprise, des notions de dette, des notions d'isolement, de renfermement, enfin voilà, il y avait cette recherche-action qui était assez chouette et que je vous encourage à lire si ça vous intéresse. Et au départ, notre entrée, elle était un petit peu trop géopolitique, on va dire, la question du territoire, la question de se penser dans un ensemble mondialisé avec des producteurs, des consommateurs, des intermédiaires, et puis beaucoup d'argent au milieu, mais très peu au début et à la fin. Et c'était un petit peu ce qui nous a guidés sur la construction de ce projet, et on butait sur les modalités d'animation. C'était pas c'était pas facile à penser, c'était pas facile à imaginer. Chaque fois qu'on essayait de le faire entre nous, on voyait bien que les objectifs étaient pas forcément adaptés à ce qu'on voulait obtenir, on va dire, auprès des jeunes. Et puis on a arrêté, d'y réfléchir, et puis on a repris, et pendant tout un laps de temps, il y a eu des tentatives de reprendre ce support, et puis on n'arrivait pas à trouver la modalité d'animation, donc il y a eu une petite errance pendant quelques années, et on a quand même voulu aller jusqu'au bout de ce support pour justement avoir cet outil qui nous paraissait quand même plutôt pertinent. Et on s'est remis à travailler sur les objectifs, et finalement, ce qu'on a un peu abandonné, c'était justement cette notion de géopolitique et cette notion de dimension citoyenne et sociétale pour se rapprocher
finalement des jeunes eux-mêmes et de leur expérience et des vécus, et de cette dimension expérientielle qu'on retrouve beaucoup dans les supports d'animation sur la fête, sur les consommations. Et c'est avec cette entrée-là qu'on a remis finalement la dimension expérientielle des jeunes engagés dans le trafic au centre du support. Donc ça nous a complètement permis de réadapter les modalités et d'imaginer là pour le coup une manière d'animer ce jeu. On a dans cette construction, on s'est beaucoup inspiré de ceux qui travaillent en prévention auprès des jeunes, le connaissent sans doute, mais l'animation Les Cubes de Morel, qui justement déplie la notion de risque, la notion de dangerosité, la notion d'addiction, des fonctions d'usage, et permet vraiment d'aborder ces questions-là de manière assez riche. Et donc on s'est influencé de cette animation-là et d'une autre animation que sans doute vous connaissez aussi, qu'on appelle nous Bar des Mirages, mais qui peut s'appeler Compost à fête, enfin qui est justement une représentation de la fête à partir d'images que les jeunes peuvent composer lors d'une animation qui nous permet d'aborder les risques, les usages, les fonctions d'usage, la réduction des risques, le repérage, l'auto-évaluation, enfin tout un tas d'éléments comme ça qu'on brasse pas mal quand on bosse en prévention auprès des jeunes. J'essaie d'aller vite, donc peut-être qu'il y aura sans doute des choses que je vais oublier, mais j'y reviendrai peut-être. Donc une fois qu'on avait un petit peu redéfini nos objectifs, donc à savoir le travail sur les représentations, parler de l'expérience, pouvoir repérer les risques, finalement faire une forme de réduction des risques et de permettre peut-être d'avancer dans des choix un petit peu plus éclairés, on a souhaité le mettre en forme, ce support, et on a eu 2 phases de réalisation. Alors ça, celle que vous avez vue, c'est la dernière, mais juste avant, on a travaillé, et c'est aussi, un des éléments intéressants de ce support, c'est qu'on utilise les compétences de jeunes avec lesquels on va travailler. On a régulièrement des activités, des actions de prévention auprès des lycées et auprès de d'autres institutions, dispositifs d'accompagnement de jeunes. Et ils ont souvent un certain nombre de compétences. Et ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'utiliser dans nos programmes de prévention la compétence des jeunes pour réaliser des supports ensemble. Et en ce qui concerne trafic, alors sur la dernière version que vous avez là à l'écran, c'est une mallette en bois qui a été réalisée avec l'école de la transition écologique, qui est présente sur Toulouse notamment. C'est Macondo qui porte ce projet-là et qui est présente aussi sur Montpellier. Et c'est des jeunes de, on va dire, 16-25 ans qui sont en remobilisation professionnelle et qui apprennent dans des phases de formation des métiers de la transition écologique. Et donc, ils nous ont réalisé cette mallette avec les pictos gravés, avec tout un tas d'éléments comme que vous avez donc juste la première image, elle est un petit peu floue, j'en suis désolée, mais c'était la carte du monde avec du coup cette dimension géopolitique qui revenait en tout cas sur la présentation. Et qui ont participé à l'amélioration de ce support parce qu'on a pu l'animer avec eux, valoriser leur travail, leur expliquer en quoi ce travail pouvait, la seconde vie de ce travail, le fait qu'il allait aller sans doute en maison d'arrêt pour être utilisé auprès de jeunes. Et donc, ils ont aussi participé à cette construction. Et ça a été un moment vraiment très intéressant parce que ils ont contribué finalement à la réalisation de ce projet. La première phase, je reviens un tout petit peu en arrière, voilà, c'est la création des pictogrammes. Et là aussi, ça a été fait avec des jeunes graphistes, cette fois, d'une école de graphisme de Montpellier. Et à partir d'un cahier des charges, en leur expliquant un peu notre intention, ils ont réalisé la première partie des pictogrammes, à savoir la version, entre guillemets, qui était encore géopolitique. Donc des produits, des personnages, des modes de transport, des modes de production. Et puis sur la page d'après, on a les incidences sociétales, donc avec tous les pictos rouges, c'est la slide d'après, qui représente les conséquences finalement qu'on aurait pu repérer. Je refais encore un petit pas en arrière, quand on a voulu retravailler ce support, non pas à travers la dimension
géopolitique et sociétale, mais aussi du côté de l'expérience et des incidences personnelles, on a dû créer tous les pictos roses que vous voyez et qui n'existaient pas à ce moment-là. Et là, c'est nous qui, avec nos petites mains, avec nos petits logiciels gratuits, ont inventé, on est allé chiner tout ce qui nous paraissait présent dans les motivations et les conséquences que les jeunes pouvaient évoquer dans leur comment dire, expérience de trafic. Et en fait, ces pictoraux sont devenus finalement le centre du support, puisque c'est à travers cela qu'on va pouvoir vraiment déplier ces expériences et parler effectivement de l'attrait, des motivations. Effectivement, il y a l'argent, il y a la fierté, il y a la place, mais il y a aussi tous les mécanismes d'emprise qu'on peut repérer, le stress, la peur. L'emprise, la honte parfois, et on se rendait compte qu'à travers ces propositions-là, de parler de cette expérience plus intime, plus personnelle, parler des émotions, ça nous permettait vraiment d'aborder la question du trafic d'un autre point de vue et de pouvoir déplier enfin ces échanges avec les jeunes. Alors, encore une fois, rapidement, pour vous donner une idée de comment on l'anime, ce support, on propose aux jeunes de choisir un personnage. Alors ça peut être eux, ça peut être un revendeur, ça peut être un élu, parce qu'il y avait la question de la corruption qui était présente dans notre esprit, ça peut être un big boss. Voilà, ils ont le choix de choisir un personnage et de construire un avatar à partir d'un produit. Ils peuvent choisir un mode de production, un mode de transport. Et après, on leur laisse la possibilité de choisir les pictos incidence sociétale, incidence personnelle. Et donc de construire finalement un récit. Et c'est là qu'on va affiner un petit peu cet outil, parce que pour l'instant, il est plutôt en phase d'expérimentation. On ne l'a pas encore mis sous une forme définitive. On expérimente avec les jeunes de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelones ce support. Et on essaie de voir leur compréhension, si ça génère des échanges, s'ils peuvent parler de leur expérience, si ça génère aussi du questionnement et une manière de repérer les risques, de faire une espèce de balance décisionnelle entre finalement les motivations de départ, ce qu'il y a à l'arrivée, et on se rend compte qu'il y a des pictos qui étaient présents au départ et on a le contraire à l'arrivée ou inversement. Donc c'est ça aussi, c'est l'ambiguïté ou l'ubiquité plutôt de ces éléments-là qui sont intéressants à travailler avec eux. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir, déplier cette expérience à travers la formalisation de ces pictogrammes dans le jeu. Ça peut être un jeu qui se déroule entre, on va dire, à peu près 1 heure, 1 heure à 2 heures en fonction de la taille du groupe. Pour l'instant, c'est des tout petits effectifs, donc c'est moins long. Et c'est un début, donc on est encore en phase expérimentale, on n'a pas fait d'écrit, on n'a pas fait d'évaluation vraiment sur ce que ça produit, c'est encore un peu trop tôt, mais ça nous a quand même, en tout cas les premiers retours sont plutôt positifs dans les objectifs qu'on s'est fixés, et il y a quelques points de vigilance, notamment de compréhension. Est-ce que c'est un avatar qui les représente eux, ou est-ce que c'est un avatar qui représente une représentation, là pour le coup. Donc il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur le plus pertinent. Sur il manque des éléments. Il y a des éléments qui pourraient être ajoutés sur le nombre de pictogrammes, par exemple, sur les éléments qu'on petit à petit on va enrichir. Et du coup, à court terme, on aimerait effectivement faire un bilan, le présenter à des partenaires avec lesquels on travaille, notamment avec la PJI, c'est déjà fait, mais avec un autre partenaire qui est la PEA sur Montpellier. Pourquoi pas faire un écrit et avoir une diffusion un petit peu plus large. Envisager aussi 2 autres profils de jeunes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore engagés dans les trafics, mais qui ont, là pour le coup, qui sont spectateurs, qui sont témoins, qui sont peut-être un petit peu attirés par cette expérience-là, par cette activité illicite-là. Donc ça, c'était aussi un public qu'on avait en tête, mais les modalités d'animation peuvent pas être tout à fait les mêmes. Et puis pourquoi pas l'adapter en version individuelle, puisqu'on a dans notre consultation jeunes consommateurs des jeunes qui sont sous obligation de soins, qui sont pris dans des activités de trafic et pour lesquels ça peut être intéressant aussi d'avoir une version pour le coup qu'on pourrait proposer en consultation individuelle.
Julia, voilà, j'ai essayé d'être rapide. Merci. En fait, c'est pas du tout. Toi, tu es dans ton timing, c'est juste qu'on avait pris un petit peu de retard avant. Okay. Est-ce qu'il y a une question sur le jeu Trafic qui est présenté par le Zinc, ou est-ce que tout le monde est épuisé? Une question. Bonjour. Marion Dehé, Caru de Tarn-et-Garonne, Épice 82. On a un dispositif tapage et j'anime aussi des ateliers, des stages de PJJ. Donc je pense beaucoup et à tapage ou éventuellement aux jeunes PJJ. Donc est-ce que dès que c'est opérationnel, on peut avoir une sensibilisation ou on peut participer à l'expérimentation? Ben voilà, on est très intéressés, je pense. Ou voilà, moi, oui, c'est aussi. C'est un support qu'on a mis longtemps à faire parce qu'on avait envie de le faire bien. Après, bon, à un moment donné, il faut lâcher, hein, et l'idée, c'est quand même pas de le garder pour nous, c'est aussi de le faire vivre. Peut-être qu'il y aura aussi, comme ce qu'on a pu faire avec le bar des mirages, des manières d'animer différentes, et pourquoi pas après tout, hein. L'idée, c'est vraiment de se dire, finalement, cette activité de trafic, elle a les mêmes mécanismes que celle qu'on a en addicto, et ça peut être intéressant de le travailler aussi de la même manière. Donc je pense qu'on pourra communiquer dessus et le faire vivre. J'organiserai une visio, Julia, et tu pourras peut-être le présenter. Sans problème. Ouais, ok, ça marche. Merci. C'est bon, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Merci à vous. Bonjour à tous et à tous. Manon Deveau, chargée de mission pour la création du portail Addiction Occitanie au sein de la 2PAO. Le but aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation rapide, vu le timing. Donc je vais aller assez vite et si des fois vous avez des questions, je mettrai mon adresse email à la fin du PowerPoint, comme ça vous pourrez me contacter par la suite. Que je contextualise un petit peu le projet portail. Donc c'est dans le cadre d'une feuille de route régionale sur les addictions pour la région Occitanie que plusieurs constats ont pu être établis. Le premier, c'est qu'il existe beaucoup de ressources dans le champ des conduites addictives à l'échelle nationale et régionale. Malheureusement, elles sont éparses et manquent de visibilité. A contrario, à l'échelle départementale, elles sont peu nombreuses et manquent d'accessibilité. Les objectifs, du coup, de la création de ce portail sont de rendre les données plus accessibles pour les professionnels en les regroupant dans un seul et même outil, afin de favoriser la recherche d'informations pour les professionnels. Et pour répondre à notre seconde problématique, c'est d'alimenter le portail à l'échelle départementale. En conclusion, qu'est-ce que le portail? C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée vers l'ensemble des ressources qui traitent des conduites addictives, que ce soit du soin, de l'accompagnement pour les conduites addictives. C'est un outil pensé, réfléchi pour les professionnels. Dans un premier temps, la navigation se fera du coup publique. Donc tous les usagers auront accès à une page d'accueil leur indiquant du coup les actualités et également le calendrier des futurs événements dans leur région ou à échelle régionale, départementale et nationale, pardon. Et ils auront également accès à différents onglets, donc celui des politiques publiques, l'état des lieux, outils, formation et annuaires que je vais détailler par la suite. Donc, un onglet annuaire, également du coup un onglet formation où vous pourrez retrouver les cours en ligne ouverts à tous, les sensibilisations, les diplômes universitaires de votre région. Une boîte à outils avec du coup des fiches vulgarisées, des comptes rendus, des flyers, des posters, des vidéos ainsi que des interviews et des podcasts. Un onglet politique publique où vous retrouverez du coup les financements, les subventions, les nouveaux appels à projets, quelques textes législatifs, ainsi que les orients politiques. Donc ça passe par les feuilles de route, les recommandations, les stratégies nationales. Le dernier onglet qui est celui état des lieux où vous pourrez retrouver des programmes, qu'ils soient probants ou expérimentaux, ainsi que des écrits universitaires et la possibilité de participer à des études, ainsi que des articles scientifiques et des données chiffrées.
Voici un petit peu comment se présente le portail Addiction Occitanie. Donc là, vous pouvez avoir une présentation de la page d'accueil. À savoir qu'aujourd'hui, nous sommes encore sur le travail de construction de ce portail. Donc les onglets sont encore en cours d'alimentation. Donc le projet, c'est d'ouvrir les onglets au fur et à mesure et de vous en informer à chaque ouverture. Donc comme ça vous permettra de naviguer au fur et à mesure sur ce portail et de nous communiquer les idées grâce à un onglet boîte à idées afin qu'on puisse améliorer cet outil pour les professionnels et le construire au mieux pour accompagner votre pratique. Voilà. Rapide. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez contacter Manon donc, sur l'adresse qui est affichée juste ici.